Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui c'est l'heure de faire la troisième vidéo bilan de ce Tour de France et on va passer au leader du général, ceux qui avaient comme objectif de faire le classement général, de jouer le maillot jaune et on va voir si ça s'est bien passé pour eux, mal passé pour eux et on verra qui sont les bonnets d'âne, qui sont les coureurs au top. Mais on commence tout de suite avec les Français. Du côté des Français, on commence par l'homme qui a émerveillé ces 3 semaines de Tour de France. C'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, 5e au final du général à 4 minutes 05, mais qui a porté le maillot jaune pendant 14 jours. 14 jours de maillot jaune. Bon voilà, après Julien Alaphilippe, on le voyait. Moi, je le voyais pas aller aussi loin sur ce Tour de France. Pour moi, après... le fait qu'en fin de Tour de France, il perde du temps, c'est normal. C'est pas vraiment le même effort que les Liège-Bastogne-Liège, que les classiques de Ardennaise. On est sur un autre type d'effort. C'est comme, pour comparer en athlétisme, c'est comme si vous essayiez de faire du 3000 mètres steeple, alors que pendant toute l'année, vous faites du 400 mètres. C'est un peu compliqué, c'est pas du tout la même... les mêmes efforts. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, c'est monter des côtes qui font 3-4 minutes, allez, on va dire à 6-7 minutes, temps d'effort. Là, il a été obligé de faire des montées qui, des fois, durent 45 minutes, 1 heure. Et puis, sur une classique ardennaise, vous avez 2-3 jours de récup entre chaque classique ardennaise. Là, c'était le lendemain, il fallait refaire la même chose. Ça a été compliqué. Après, il a eu de la chance quand même, Julien Alaphilippe, ce qui lui permet de rester dans le top 5. C'est les 2 étapes raccourcies. Si on a les vraies étapes, je pense que déjà dans le cornet de Rosselin, il est déjà en difficulté le samedi, parce que moi je l'ai vu dès le début de la montée vers Tignes, il avait le maillot grand ouvert, c'était mort. Et puis il a eu la chance sur l'arrivée à Val Thorens, c'est plus sur l'arrivée à Tignes, il a eu de la chance qu'il y a eu cet éboulement, parce qu'il aurait perdu, je pense, un peu plus qu'une minute ce jour-là. Donc c'est une 5e place, une belle 5e place. Est-ce qu'il peut faire mieux l'année prochaine? Je pense qu'il va falloir déjà construire une équipe autour de lui. Ça demande un peu plus qu'une année. Il va falloir aussi qu'il travaille sur la récupération. Ça aussi, ça demande un peu plus de temps. Par contre, le travail en altitude, ça, il y a... Voilà. Augmenter, je pense, sa durée de temps, de temps de stage en altitude. Parce que je pense que voilà, ça peut être important, même si l'année prochaine, le Tour 2020, déjà, qui partira à Nice, sera moins haut. Hein. C'est ce qu'a indiqué Christian Prudhomme, on montera moins haut. Donc déjà, le souci de l'altitude sera un peu moins important. Mais Alaphilippe, je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, il est capable de jouer le classement du maillot jaune. Par contre, moi, je commençais à réfléchir, si j'étais Julien Alaphilippe, c'est l'année prochaine, à pourquoi pas aller sur la Vuelta. Pourquoi la Vuelta? Parce que les montées sont moins longues en Espagne et comme il n'est pas mauvais en contre-la-montre non plus et que c'est pas forcément l'objectif numéro 1 de Konan Quick-Step d'être performant sur la Vuelta, ça peut être intéressant d'aller sur la Vuelta, surtout qu'il n'y aura plus Enric Mas, donc ça sera moins problématique parce que là Enric Mas est espagnol, donc forcément il va être leader sur la Vuelta. Donc sur le Tour de France, ça peut être intéressant de le voir aller sur cette course. Après, on sait qu'il veut déjà aller sur le Tour des Flandres. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais la Vuelta, je pense, peut être quelque chose qui lui convienne un peu plus, qui convienne à ses qualités de puncher. Donc voilà, à voir dans les années à venir. Mais de toute façon, c'est un coureur qui a marqué, qui sera performant sur les grands tours dans les années à venir, ça, il n'y a pas de souci. Deuxième coureur français dans une équipe belge, c'est l'Avanti, c'est Guillaume Martin. Guillaume Martin, 12e à 22,08. Alors Guillaume Martin, c'est un coureur qui est fort sympathique, coureur qui est intelligent, il a des études de philosophie, hein. Je rappelle Guillaume Martin, c'est un peu sa particularité. Mais le fait d'avoir fait beaucoup d'études fait que, comme un petit peu la Danius également, qui est ingénieur, c'est des coureurs qui arrivent plus tardivement à leur top niveau. Donc est-ce que Guillaume Martin est à son top niveau? Peut-être pas encore. Malgré tout, je me pose des questions sur Guillaume Martin. Est-ce que c'est un coureur qui peut vraiment jouer le général d'un grand tour? Parce que là, on l'a vu en montagne. Je trouve, moi, qu'il est limité en haute montagne pour jouer la gagne.
pour jouer le classement général. Pour jouer la gagne sur une étape, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Pour Guillaume Martin, c'est un mec qui peut remporter des étapes. Par contre, face à des gros, il est en retrait. Il finit 12e, j'ai pas parlé, il finit 12e. Parce qu'il finit 12e, mais à 22 minutes 08, c'est-à-dire à quasiment 10 minutes de Richie Porte qui est 11e, qui est devant lui, et à un quart d'heure de Warren Barguil qui est 10e. C'est loin, c'est des écarts énormes. Et moi, je pense très clairement que Guillaume Martin, c'est pas un mec qui est fait pour jouer le général. Il est limité pour jouer le général d'un grand tour. Par contre, il peut, je pense, gagner des étapes. Donc là-dessus, il faudra y réfléchir sur la suite de sa carrière, parce que je pense que jouer le général, c'est pas trop pour lui. Groupama, Thibaut Pinot, abandon lors de l'étape 19. Il était à ce moment-là 5e du général, vainqueur d'une étape au Tourmalet. Dommage. Après, je pense que Thibaut Pinot, on a compris que c'est l'un des meilleurs grimpeurs du peloton aujourd'hui. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il a en plus une qualité, c'est d'avoir du punch, de pouvoir suivre l'attaque d'Alaphilippe dans de l'étape de Saint-Étienne. Je pense que tout le monde ne peut pas le faire. Bernal, par exemple, a essayé, n'a pas réussi. Fuglsang également. Donc il a ces qualités-là. Moi, j'aimerais bien aussi, du côté de Thibaut Pinot, c'est de le voir, on l'a vu sur le Tour de Lombardie, mais le voir également sur les classiques ardennaises. Alors, pas sur la Flèche Wallonne, là je pense que c'est beaucoup trop pointu pour lui, mais de le voir par exemple sur Liège-Bastogne-Liège ou sur l'Amstel, mais surtout sur Liège-Bastogne-Liège. Je pense à un coureur qui a la capacité d'être très performant sur ces courses-là, puis sur les grands tours, bien entendu. L'année prochaine, il sera sur le Tour de France, et je pense que, oui, Bernal, faut qu'il prenne en compte que Bernal n'était pas le meilleur en montagne, c'était Thibaut Pinot sur ce Tour de France-là, et qu'il a gagné le Tour parce que Thibaut Pinot a abandonné, parce qu'il y avait un Alaphilippe qui était maillot jaune, parce que Geraint Thomas a été un peu en dessous, parce que Kreuzweig n'a pas vraiment attaqué, mais est-ce qu'il a gagné parce que c'était le meilleur sur ce Tour de France-là ? Peut-être pas. Et il faudra y réfléchir et faire attention du côté d'Egan Bernal, surtout que l'année prochaine, ça va être difficile chez Ineos de savoir qui sera le leader sur le Tour de France, parce que je pense que Bernal voudra venir, Geraint Thomas aussi, Froome, ils seront 3 pour une place de leader. Si en plus on emmène un Sivakov, par exemple, qui a été sur le Giro, qui a fait 9e quand même du dernier Giro, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour cette équipe-là. Mais Groupama a montré qu'ils étaient très forts. Maintenant, on passe à Arkea Samsic, Warren Barguil, 10e à 7,32. J'en ai déjà parlé sur mon débrief sur les équipes françaises d'Arkea. Moi, je pense que qui aurait cru qu'il arriverait 10e. Il a fait un bon Tour de France, Warren. On voit, il finit plutôt bien, je trouve, le Tour de France. Sur la montée vers Val Thorens, il est plutôt performant. Après, l'année prochaine, on sait que l'avenir de son équipe est assez flou. On sait qu'Arkea va continuer, ça c'est sûr. Est-ce que cette équipe sera en première ou deuxième division ? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura Quintana ? Normalement, c'est fait. S'il y a Quintana, il y a Winner Anacona, il y a le frère de Quintana également. Donc, comment va se comporter l'équipe ? Est-ce qu'il y aura Nasser Boigny également chez Arkea ? On sait qu'il y a des contacts avec la Katusha pour réunir les deux équipes, donc pour être sûr d'avoir une place en World Tour. Donc ça pourrait être intéressant. Ça mettrait peut-être également un Zakharine également, donc ça ferait une grosse équipe en montagne, alors répartie sur les 3 grands tours. Mais il y aurait une réflexion à avoir de toute façon autour de Warren Barguil. Pourquoi pas rejouer le maillot à poids ou jouer la gagne, parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire encore mieux, je pense, au classement général. Il a gagné le Tour de l'Avenir, donc c'est pas un branquignol non plus. Warren Barguil, mais voilà, c'est une belle 10e place. Je pense pour lui, c'est le retour au premier plan de Warren Barguil et ça va lui faire du bien. AG2R, c'est un peu la déception. Romain Bardet, 15e, à 30 minutes 23. Il y a 20 minutes qui sont perdues sur une seule étape. Donc ça, faut relativiser peut-être cette méforme. Il a mieux fini qu'il avait débuté. Je pense tout simplement que Romain Bardet, c'est un coureur qui a eu un pic de forme décalé. Et un pic de forme qui est arrivé trop tardivement sur ce Tour de France et qui n'est peut-être pas encore arrivé. C'est-à-dire que s'il faisait la Vuelta, peut-être qu'il aurait son pic de forme sur la Vuelta, Romain Bardet. Je pense qu'il y a eu un vrai problème de préparation, parce qu'on voit que sur la fin du Tour de France, il est capable d'accrocher les meilleurs.
Donc c'est dommage pour Romain Bardet. Après, il prend le maillot à poids, c'est un lot de consolation. J'ai envie de dire pour Romain Bardet, mais il faudra quand même se poser les questions par rapport à la préparation. Pourquoi ça s'est pas très bien passé cette année pour Romain Bardet. Attaque de Marlou. On passe aux coureurs au top. Les coureurs au top, on commence avec Ineos. Ineos avec Egan Bernal vainqueur. Egan Bernal très fort. Mais pas le plus fort de ce Tour de France. J'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. L'année prochaine, ça va être une sacrée bagarre pour savoir qui va être le leader sur le Tour de France. Et ça pourrait handicaper Ineos. Avec lui, Geraint Thomas deuxième à 1 minute 11. Geraint Thomas, il va être déçu. C'est le contre-la-montre où je pense qu'il n'est pas très performant ce jour-là. Et puis l'étape du Tourmalet. L'étape du Tourmalet où ça s'est pas très bien passé pour les deux. Ensuite, il a été plutôt performant, mais sur l'étape de Embrun, Valois, il peut pas suivre son coéquipier, donc il s'est fait avoir un petit peu ce jour-là, et c'est dommage pour Geraint Thomas. Bernal, on a vu. Je pense qu'en contre-la-montre, il est quand même limité. Il est pas si bon que ça en contre-la-montre, je pense, Bernal. Malgré tout, ça reste un très bon coureur, ça reste un coureur qui va être forcément important dans les années à venir au niveau des grands tours, mais c'était pas le meilleur, donc voilà, faut relativiser sa performance aussi. C'est pas du chauvinisme, hein. Bon, voilà, s'il avait été vraiment meilleur, mais sur les attaques d'Alaphilippe, il regardait ses chaussettes, et puis même sur l'attaque de Thibaut Pinot dans le Tourmalet, il peut pas suivre. Je pense qu'il aime pas trop les changements de rythme, même Egan Bernal. C'est pas un coureur qui aime les changements de rythme, il aime le rythme assez linéaire, je pense. Donc il faudra voir dans les années à venir, mais ça sera peut-être un moyen de le contrer, c'est de faire de multiples attaques et de le mettre en sur-régime. Du côté de la Jumbo, Steven Kruijswijk, 3ème à 1,31. Steven Kruijswijk, c'est un bon coureur, Kruijswijk. Dommage qu'il soit aussi frileux. Alors, c'est un coureur qui suit. C'est un suiveur un petit peu, Kruijswijk, mais c'est pas forcément un coureur qui va sortir la grosse artillerie lourde pour lancer une attaque. Et c'est bien dommage, parce que Kruijswijk, je pense qu'à Tignes, il a la capacité de suivre Bernal. Je pense qu'il a la capacité de revenir sur Bernal. Après, sur cette étape, il y a en plus la neutralisation, donc c'est vrai que ça lui coûte une partie de sa course, parce que je pense qu'il souhaitait revenir sur lui dans la descente et surtout dans la montée verticale. Mais Kruijswijk, il est capable d'être très performant. Son problème, c'est qu'il n'a pas l'âme d'un leader, c'est pas un mec qui va tenter des choses. Il est frileux, il est attentiste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai peur que l'année prochaine, on le prenne comme équipier de Primož Roglič sur le Tour de France, très clairement. Parce que Primož Roglič, lui, il est capable de lancer des attaques. Il est capable de casser un petit peu la course, le scénario de course, et d'accélérer le rythme de manière incroyable. Kruijswijk, lui, il n'est pas capable, ou il ne sait pas le faire, ou il a peur de le faire. Et c'est dommage, parce que c'est un coureur qui fait 3ème, mais on ne l'a pas vu du Tour de France, Kruijswijk. C'est incroyable, c'est qu'on ne l'a pas vu du Tour de France. Il fait 3ème, mais un petit peu dans l'anonymat. C'est ce que lui a reproché même Julien Alaphilippe. C'est un peu dommage de faire 3ème d'un Tour de France sans attaquer. Donc on espère que dans les années à venir, il sera capable de le faire. Mais il n'est quand même pas tout jeune, Kruijswijk, désormais. Et j'ai peur que ça ne soit plus possible pour lui de changer ce truc-là dans le cerveau. Dernier coureur qui était performant, c'est Boorman, 4ème. Excellent tour à 1,56. Je pense que c'était pas prévu qu'il soit aussi performant. On avait peut-être plus misé sur Patrick Conrad. Il s'est retrouvé là. Il a vu de la lumière. Il s'est engouffré. Boorman, voilà, performant. Lui qui avait fait qu'une 15e place sur un grand tour. Hein. C'était sur le Tour de France il y a 2 ans. Bah, il a montré qu'il était performant. Après, c'est un coureur qui, peut-être en haute montagne, est pas le plus fort. Mais il a été constant pendant tout le Tour de France. Il n'était pas en mesure, je pense, d'attaquer sur l'étape de Val Thorens ou sur l'étape de Valois. Mais il a suivi dans ce genre de cas. Il ne s'est pas vraiment découvert, Boorman, à part sur l'étape, sur la 2e étape des Pyrénées, où là il a attaqué, il n'a pas hésité à attaquer quand il a senti que Geraint Thomas était en difficulté. Mais je pense que c'est un coureur qui est encore plutôt jeune. C'est un peu comme Alaphilippe. C'est des coureurs qui n'étaient peut-être pas forcément prévus au départ pour aller chercher les grands tours. Donc maintenant, il y a un travail à faire pour être performant sur les grands tours, la récupération, le travail en altitude, le travail sur des efforts de longue durée pour ces 2 coureurs-là. Mais ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir, on revoit encore Boorman jouer des podiums de grands tours. Ça, c'est
C'est clair et net. Les coureurs qui ont été moyens sur ce Tour de France, on va aller vite parce qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo. Les coureurs moyens, c'est Uran, 7ème à 5,15. Tout le temps en retrait, en fait. Jamais en capacité d'aller chercher la gagne. C'est dommage, il avait bien commencé son Tour de France, qui était plutôt assez rare pour lui. Mais sur le contre-la-montre, il fait un beau chrono également, où il est dans les temps de Thomas de Rennes. Mais c'est en montagne où ça a pêché, où il a eu du mal, en fait. À chaque fois en retrait. Son équipe était peut-être un peu légère au final. Je pensais qu'elle serait un peu plus solide que ça. Il lui manquait TJ Van Garderen, je pense, en haute montagne pour l'aider, qui a abandonné assez vite. Et c'est vrai que Michael Woods, c'est des coureurs qui sont de bons coureurs, mais peut-être limités en haute montagne. Et là, ça s'est senti pour Uran. Deuxième, là, c'est plutôt une équipe, un constat collectif d'un tour moyen, c'est la Movistar. Landa 6ème, Quintana 8, Valverde 9. 4,23 pour Landa, 5,30 pour Quintana, 6,12 pour Valverde. C'est dommage, il faut un boîtier regroupé, mais il n'y a pas de leader dans cette équipe. On s'est souvent couru après, ce qui est assez étonnant. Dans l'Isran, par exemple, dans l'Isoire, pardon, ils se sont courus après. Bon, voilà, après Movistar, c'est souvent comme ça sur le Tour de France. C'est une course qui leur réussit pas vraiment. Voilà, à part la deuxième place, à part les places de Quintana, souvent ça pas très bien marché pour Movistar parce que souvent ils se couraient après. Bon, je pense que Valverde est plus proche de la fin que du début, donc sa 9ème place, il a sa place, Valverde, mais il aurait dû beaucoup plus se sacrifier pour ses leaders. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas su qui était le leader parce que Quintana revient dans la course au bout d'un moment, alors que Landa semblait être le leader. On n'a jamais su qui était le leader dans cette équipe. Et ce qui fait que il y a une belle performance d'ensemble, on va dire. Il y a un beau tir groupé. Par contre, il n'y en a pas un qui est sur le podium. Et je pense que c'est ce qu'on attendait du côté de chez Movistar. C'est dommage. Les bonnets d'âne, on va aller très vite sur les bonnets d'âne pour essayer de rentrer dans les 20 minutes. Alors, on commence avec Fuglsang chez Astana. Abandon en début de deuxième semaine pour Fuglsang. Je pense qu'il manquait de fraîcheur sur ce Tour de France. Fuglsang jamais en mesure d'aller chercher à la Philippe, par exemple, sur ses attaques, qui était capable de le faire au mois d'avril. Je pense qu'il manquait de fraîcheur. C'est un coureur qui n'avait pas prévu, je pense, d'être aussi performant en début de saison. Il a fait un gros hiver, je pense, une grosse préparation hivernale qui l'handicape au mois de juillet quand il y a le Tour de France. Donc voilà, il était un peu, je l'ai senti sur le chrono, sur d'autres étapes où on sentait qu'il lâchait dans les derniers kilomètres, mais c'était de la fraîcheur qui lui manquait lors de ces journées-là. La Bahreïn, Nibali, 39e simplement, N37. Vainqueur de l'étape 20, c'est un lot de consolation, c'est un peu comme le maillot à poids de Romain Bardet, mais bon, Nibali, après, c'est pas non plus une surprise, hein. Il a joué le Giro, c'est difficile de faire le Giro et le Tour de France. Cette année, ça s'est vraiment pas bien passé pour lui, il l'avait dit, de toute façon, il n'était pas très confiant avant le début du Tour de France, eh bien, on l'a vu. Après, voilà, il prend un lot de consolation, c'est pas mal, c'est mieux pour lui, comme Simon Yates qui prend 2 étapes, puis il prend une étape, c'est mieux que de finir 17ème d'un Tour de France. Donc voilà, bon, pas trop mal, on va dire. Et puis on passe à Richie Porte 11ème à 12,42. Dommage pour Richie Porte. Jamais dans le coup, en haute montagne, jamais dans le coup, toujours en retrait. Et puis il a mal fini son Tour de France. Après, on le sait, hein, Richie Porte, il a toujours une journée un peu moins bien. Là, ça s'est déroulé lors de la 20e étape à Val Thorens. Je pense que son problème à Richie Porte, c'est que c'est plus un coureur qui est capable de jouer la gagne sur un grand tour, très clairement. Il est plus capable de le faire. C'est un coureur qui et je pense que chez Trek, on l'a compris, parce qu'on a recruté Nibali. Je pense qu'on a compris tout simplement qu'il était plus capable de jouer la gagne. C'est dommage. Et voilà, je crois qu'il a raté ses meilleures années. Et je pense qu'il a toujours ce souci de récupération aussi, et qui lui engendre des problèmes. Et puis il a toujours une journée où il est vraiment pas bien sur un grand tour. Là, c'était la 20e étape, mais même quand il était chez la Sky, moi je me souviens d'une étape où dans les Pyrénées, c'était écroulé. Donc voilà, il a toujours un coup de moins bien. Mitchelton, Adam Yates, 29e, 1,16. Pas grand chose à dire pour Adam Yates. Jamais dans le coup. Je pense que c'est une erreur de casting, j'en avais déjà parlé, mais pour moi, je comprends pas pourquoi il a été leader alors que Chavez, je trouvais monter en puissance sur le Giro. Je pense que c'est une erreur de leur part. Voilà, après, il a tenté des échappées, mais même là, ça marchait pas. Adam Yates, ça fait quand même depuis une saison et demie qu'on le voit pas. Donc c'est pas vraiment une surprise de le voir aussi loin. C'est plutôt étonnant que Mitchelton lui ait donné les clés du camion pour tenter de remporter le général. Et puis on va finir avec la Zakharine, 51e du côté de la Katusha.
Bon, Zakharine, je pense qu'il y a eu l'annonce de l'arrêt de la Katusha, le fait que les coureurs soient libres, donc c'est toujours très particulier quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Et puis je pense qu'il n'avait pas les jambes parce que sur le Giro, déjà il avait fini vraiment fatigué, un peu comme Nibali. Il s'est retrouvé dans la même situation que Nibali, mais en encore pire. On l'a vu une ou deux fois en échappée, mais il n'avait pas la capacité de jouer la gagne à chaque fois. Donc c'est un peu normal qu'il soit bonnet d'âne. Et puis on finit avec Fabio, avec UAE. Fabio Aru 14e. Bon, lui il préparait la Vuelta, donc j'ai envie de dire c'est quasiment normal. Enfin, ce qu'on nous dit, il préparerait la Vuelta. Et puis Martin 17e. Dan Martin, décevant. Mais décevant depuis le début de saison. Hein. Donc c'est pas non plus une surprise quand vous n'êtes pas bon pendant le début de saison. Vous êtes rarement bon sur le Tour de France. Il y a rarement des changements comme ça de performance sur un Tour de France. Voilà, donc dommage du côté de UAE Team Emirates. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve demain normalement pour faire la dernière du Tour de France, la dernière de cette playlist. Et puis on fera de toute façon le bilan Moto 2, Moto 3, bilan à mi-saison. Voilà, du côté de la moto, on parlera également du Grand Prix de Hongrie, de la Moto Grand Prix qui reprend ses droits à Bremont. Enfin, il y a beaucoup de choses là qui arrivent sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.